Frédéric Messiaen, bonjour. Bonjour. Vous êtes multi-entrepreneur et puis vous naviguez dans l'univers des marques depuis près d'une trentaine d'années maintenant. Aujourd'hui, vous êtes le président de Lonsdal et vous êtes très investi dans la promotion du design, notamment en France et au sein de l'APCI en particulier, ce qui vous a notamment valu la distinction de Chevalier national de l'Ordre du Mérite. Alors aujourd'hui, vous publiez votre premier ouvrage aux éditions Débat Public, Métamarque, un ouvrage qui est préfacé par le directeur général du groupe L'Oréal, Nicolas Hieronimus. Alors ma première question, elle va évidemment porter sur ce titre de métamarque. Qu'est-ce qu'une métamarque et comment est-ce que se singularise d'une marque, disons, normale? Et puis comment est-ce que, et c'est ce que vous essayez d'expliquer dans ce livre, progressivement, la marque et la métamarque ne va plus être seulement productrice de profit, mais aussi de valeur et de sens? Écoutez, en fait, moi, ça fait 25 ans, ou même un peu plus effectivement, que j'accompagne des marques dans un chemin qui est assez extraordinaire. Puisque quand on regarde la période dans laquelle nous sortons, on s'aperçoit que les marques, effectivement, avaient initialement une vertu essentiellement marketing pour promouvoir un service ou un produit. Aujourd'hui, occupent dans la cité, pour prendre ce terme générique, une place très particulière. Et elles ont dû intégrer en 25 ans un nombre de considérations colossales qui fait que certaines d'entre elles sont effectivement devenues des métamarques. Très bien. Alors, je voudrais citer un extrait de la préface donc, de Nicolas Hieronimus, le directeur général du groupe L'Oréal, qui dit que on est aujourd'hui engagé dans la reconnaissance des marques comme acteurs légitimes et sincères de la construction du monde. Alors, est-ce que, selon vous, une marque aujourd'hui doit offrir une vision du monde à elle? Écoutez, d'abord, une marque n'existe historiquement que si elle porte en elle-même une singularité précise. Et on voit bien aujourd'hui dans un monde dans lequel beaucoup de marques disparaissent, que celles qui disparaissent sont celles qui, justement, ne portaient pas une vision suffisamment spécifique de l'univers dans lequel on se meut les uns les autres. On est par ailleurs tous devenus à la fois des consommateurs, des salariés, des actionnaires, des fournisseurs ou des partenaires. Et donc, en fait, on juge les marques aujourd'hui d'une façon extrêmement multifacette. Et parallèlement, les entreprises ont accepté aujourd'hui complètement, sereinement, ce double statut d'être à la fois évidemment un acteur économique performant, ce qui est bien le sens premier, la mission première d'une entreprise, et en même temps de devenir un acteur engagé de la cité. Et je pense que c'est le sens de la préface de Nicolas Hieronimus, que de revendiquer très fortement et de manière extrêmement assumée cette double fonction d'être un acteur économique et en même temps un acteur engagé au service du bien commun. Alors, acteur engagé, c'est une notion intéressante et il y a un terme que vous mentionnez dans l'ouvrage, c'est celui d'hyper-responsable. Donc, est-ce qu'on n'en demande pas trop un petit peu aux marques? Est-ce qu'elles ont réussi déjà à atteindre les objectifs RSE qu'elles se fixent? Et comment est-ce que vous appréhendez un petit peu cette question de la responsabilité et du regard permanent des parties prenantes sur leur action? Écoutez, dans le virage absolument spectaculaire, et je pense qu'il faut remarquer et se féliciter que les marques aient eu cette transformation absolument incroyable depuis à nouveau près de 25 ans. Effectivement, aujourd'hui, elles se meuvent sous l'œil acéré de différents publics, amplifiés évidemment par les réseaux sociaux, je ne vous apprends rien. Et du coup, elles sont par obligation et en plus par vertu, je pense, devenues hyper responsables sur un aspect sociétal. On parle évidemment d'intégration des minorités ou d'autres sujets en matière sociale, là encore pour le respect de leurs collaborateurs, ou en matière d'environnement, puisqu'aujourd'hui, on attend des marques qu'elles aient évidemment des empreintes carbone les plus faibles possibles, qu'elles participent de la transformation de l'environnement pour préserver la planète. Et donc jamais, dans l'histoire des marques, elles n'ont été autant scrutées et autant analysées. Et moi, ce qui me fait très plaisir, ce qui même me remplit de joie, si je puis dire, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre publié il y a 25 ans, justement, qui s'appelait Nos logos, écrit par Naomi Klein, qui s'insurgeait contre la tyrannie des marques et leur prédisait le pire avenir, notamment leur disparition. 25 ans après, elle s'est complètement trompée. Les marques ont réussi leur transformation et sont venues à l'inverse de ce qu'elles prétendaient, je pense en tout cas, un vecteur de progrès incroyable. Alors, vecteur de progrès, œil acéré, vous l'avez dit, de l'ensemble des publics. Il y a un public en particulier qui est important, c'est le public des collaborateurs. Comment est-ce que les marques ont évolué à la fois sous ce double regard des consommateurs, des États aussi, du régulateur, et puis des collaborateurs de chacune des entreprises qui les forgent? D'abord, il y a un contexte que vous n'ignorez évidemment pas, qui est celui de la guerre des talents, que ce livre, les entreprises, et en plus, si on le regarde par secteur, on voit bien que certains secteurs ont plus de mal que d'autres à conserver leurs talents et en attirer des nouveaux. Donc l'enjeu est devenu extrêmement fort.
Et la deuxième conséquence, c'est que aujourd'hui, les collaborateurs, les salariés deviennent aussi acteurs globaux, dans le monde des marques. Ils sont à la fois salariés, certes, à un instant T, mais une heure après, ils seront consommateurs, ou ils en seront les contempteurs ou des commentateurs via les réseaux sociaux. Donc, il était extrêmement important pour les marques d'aligner ce qu'on appelle la promesse de marque et que celle-ci soit en tout cas extrêmement cohérente entre ce que je dis à mon client, ce que je dis à mon actionnaire et ce que je dis à mes collaborateurs. Et d'ailleurs, je lisais hier dans la presse concernant une grande marque, la marque Nestlé, où un certain nombre d'actionnaires, poussés par une ONG, exigent de l'entreprise et de la marque qu'elle apporte plus de soins et de soucis à la qualité nutritionnelle de ses produits. Pour dire à quel point, et cette sortie, entre guillemets, évidemment, a été faite au vu et au su de tous leurs employés. Et donc, il est extrêmement important que la marque puisse à la fois argumenter et être extrêmement cohérente dans ses prises de parole. Alors, toutes ces évolutions que vous décrivez dans ce livre, l'engagement de plus en plus axé sur les questions sociétales, environnementales, cette capacité qu'elles ont désormais à forger une vision du monde, est-ce qu'en étendant comme ça progressivement leur domaine, elles n'en viendraient pas à créer une sorte de nouvel ordre mondial, à se substituer en quelque sorte à des acteurs étatiques dans l'érection d'un monde un peu nouveau, dont on entendrait peut-être un petit peu trop que ce qui leur est dévolu au départ? Écoutez, si je peux me permettre, je trouve que le terme ordre mondial est un petit peu effrayant. Non, j'allais dire que la nature ayant horreur du vide, les marques se sont glissées dans des interstices, laissées libres, à tort ou à raison, par la puissance publique, et du coup ont pris la parole sur des sujets, effectivement, qui sont des sujets qui sont relatifs au bien commun, sur la liberté, sur la santé, sur la culture, quand on voit notamment la puissance de certaines marques sur ces secteurs. Mais elles apportent aussi en contrepoint à ce genre dont nous avons besoin en tant que citoyens, en tant que consommateurs, de la transparence, de la sécurité, de la réassurance. D'ailleurs, je cite souvent, quand on parle de la santé, quand on se souvient pendant le confinement des centres de vaccination, il y avait à peu près 3 stands. Le stand Pfizer, il y avait du monde, il y avait le stand Moderna, il y avait du monde, de marques jugées par les citoyens rassurantes. Puis il y avait un stand avec un vaccin qui s'appelle le Sputnik et qui évidemment était extrêmement vide. Donc les marques, et en l'occurrence ces marques du secteur privé, jouent parfaitement bien leur rôle dans la cité, à nouveau assumant ce double statut, et c'est nouveau et c'est important de souligner. Je suis un acteur économique performant, évidemment, en même temps je suis un acteur engagé. Il n'y a pas d'antinomie entre le bien commun et le bien particulier. Très bien. Écoutez, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Métamarque, qui vient de paraître aux éditions Débat Public. Merci beaucoup Frédéric Mestian.